On va pouvoir démarrer la conférence sur laquelle on va s'intéresser donc à la sobriété foncière. On va dézoomer un petit peu des enjeux vraiment très construction pour comprendre un peu le contexte global dans lequel on s'inscrit aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur de la fabrique urbaine. Donc Sarah et moi-même sommes issus du cabinet Groupe 7, qui est un cabinet de conseil au service de tous les acteurs qui conçoivent et font la ville aujourd'hui. Donc on est effectivement très en amont à la fois sur du conseil en planification et stratégie de territoire à travers par exemple notre filiale historique qui est Citadia. On intervient aussi sur tout ce qui est les métiers de développement territorial, développement économique, développement touristique, et également revitalisation commerciale. On a également toute une branche transition énergétique et écologique. On intervient par exemple sur l'accompagnement à la réalisation de démarches et procédures environnementales. On est également conseil auprès des acteurs de l'habitat et de l'habitat social, en particulier les bailleurs sociaux. Et également, on accompagne à l'opérationnalisation des projets via notre branche aménagement durable. On accompagne à la fois collectivités, aménageurs et promoteurs sur la mise en œuvre des projets urbains. Voilà, et on est également une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, la filiale conseil de la Banque des territoires. Voilà pour notre présentation. Et donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'objectif zéro artificialisation nette. Je pense que maintenant vous êtes très nombreux à connaître le fameux acronyme ZAN, qui est venu, on va dire, perturber, bousculer l'écosystème de la fabrique des territoires depuis 3 ans maintenant. Donc en introduction, on va revenir sur qu'est-ce que le ZAN aujourd'hui, donc en 2024. Quels sont les enjeux sur toute la chaîne de valeur et donc quels sont effectivement, ensuite on viendra sur quels sont les défis à relever par l'ensemble des acteurs et quelles sont les pistes de travail aujourd'hui pour engager ensemble cette transition qui nous est imposée par la sobriété foncière. Donc, sur le ZAN en 2024, on voulait commencer par un rappel de la philosophie de ce qu'est l'objectif ZAN. Le constat est celui, vous le savez, d'une progression de l'artificialisation des sols qui a été constatée et vraiment accélérée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et les impacts délétères de ce phénomène d'artificialisation a été prouvé sur effectivement l'augmentation des risques, à la fois les risques naturels type inondation, glissement de terrain, l'augmentation de la pollution des sols, la perte de la capacité des productions agricoles. Et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, les législateurs se sont donc emparés de ce sujet afin d'engager une trajectoire vers davantage de sobriété foncière. Et c'est dans cette trajectoire que la loi Climat et Résilience en 2021 a acté le principe du zéro artificialisation nette. Pour cela, on a donc une double échéance qui est une première échéance à moyen terme, même on pourrait dire court terme vu le temps de vie des projets, qui est 2031. L'objectif, effectivement, c'est de réduire l'artificialisation de 50% sur la tranche 2021-2031 par rapport à la précédente 2021-2031, et ainsi de suite jusqu'à 2050, pour lequel l'objectif, c'est vraiment d'aboutir à ce zéro artificialisation nette. Donc à partir du moment où post-2050, vous souhaitez artificialiser un territoire qui ne l'était pas avant, il va falloir compenser, et cette compensation, elle passera, c'est la marche arrière, par la renaturation. Voilà, donc ça, c'est effectivement l'ambition et la trajectoire vers laquelle tous les acteurs, collectivités, aménageurs doivent converger à horizon 2050. Donc 2050, c'est demain, et c'est pour ça qu'il y a tout effectivement des impacts sur la chaîne de valeur de l'aménagement qui vont être bouleversés. C'est vrai que cette loi a été assez forte dans son impact, dans son ambition, et il y a eu par la suite un certain nombre de décrets qui sont venus préciser certains points, voire allonger certains délais. Notamment celui pour le fait de devoir mettre en compatibilité donc l'ensemble des documents de planification avec cet objectif ZAN.
Donc voilà, par exemple, celui de l'intégration dans les PLUI de cet objectif a été reporté à 2028, et ainsi de suite pour les autres documents de planification. Il y a également eu des projets dérogatoires, une liste par décret qui a été publiée il y a quelques mois maintenant sur 175 projets, on va dire, qui ne rentrent pas dans cette enveloppe. Donc ça, c'est un décret national pour effectivement favoriser l'implantation, par exemple, de grands sites industriels qui ne seraient pas pénalisés par le ZAN. Et également la garantie rurale équivalent à 1 hectare minimum. Et donc ça, effectivement, c'est une enveloppe minimale d'artificialisation de 1 hectare qui est garantie à chaque commune, sans condition de densité, sur la décennale 2021-2031. Voilà les quelques ajustements, précisions qui ont été faits. Et d'autres sont encore en cours, notamment sur tout ce qui concerne notamment le financement du ZAN. On y reviendra plus en détail après. Et dans quelle mesure une refonte de la fiscalité locale permettrait aussi de revoir, aider en tout cas à la sortie des opérations qui aujourd'hui se complexifient de plus en plus. Donc, au regard de ce que je viens de vous exposer comme définition et enjeu du ZAN, effectivement, on comprend que ce sujet est à la fois multithématique. Il concerne autant la planification en amont, également le métier de l'aménagement, du développement économique, tout ce qui concerne aussi la production de logements, et à la fois tous les métiers d'ingénierie pour accompagner la sortie de ces projets sur l'ingénierie juridique et financière. C'est un sujet transversal puisqu'il concerne dès l'amont à l'aval, dès la planification, la stratégie de sobriété foncière jusqu'à sa mise en œuvre opérationnelle, en passant bien sûr par les métiers de la construction. Et c'est un sujet d'intérêt majeur qui concernera à moyen et long terme l'ensemble de l'écosystème. Sur les effets sur la chaîne de valeur, donc là ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'effectivement, dès la définition des règles urbaines jusqu'à l'action de bâtir, commercialiser et gérer des biens immobiliers, le ZAN vient impacter massivement, et il faut en regard mettre des actions en place pour parvenir à maintenir une action, à maintenir un développement en faveur de la mise en œuvre de projets de territoire. Donc, dès l'étape de la définition des règles urbaines, un des risques demain, effectivement, c'est que le fait de réduire drastiquement les zones urbanisables va aboutir à une spéculation des prix du foncier. Donc là, il y a un intérêt, effectivement, à, dès en amont, accompagner les collectivités dans la définition de ces documents d'urbanisme pour permettre l'atteinte des objectifs d'un projet de territoire, et donc prioriser les fonciers et notamment les fonciers de seconde main, ceux qu'on va effectivement, les friches, les dents creuses, puisqu'effectivement les projets d'extension vont être fortement limités. Pour limiter la spéculation des prix du foncier en tant que tel, il y a de plus en plus de structures de portage de foncier long terme qui se mettent en place, en fait, des acteurs publics et publics-privés qui se constituent pour venir sur le long terme dissocier la propriété du foncier et celle du bâti. C'est un modèle qui, par exemple, dans les pays anglo-saxons est pratiqué depuis très longtemps et qui se met de plus en plus en place en France. Il y a certains territoires, comme par exemple la Savoie et la Haute-Savoie, qui ont toujours pratiqué ce système sur leur foncier économique. Et c'est quelque chose qui essaime de plus en plus afin de limiter la spéculation foncière et également garder la maîtrise sur le long terme dans le giron public. Ensuite, à l'étape de conception du projet urbain, pour atteindre un équilibre d'opération et atteindre aussi des densités de projets qui permettent d'atteindre un équilibre d'opération, il faut imaginer de nouvelles formes urbaines tout en les rendant acceptables pour les populations ou les usagers qui seront dans ces projets-là. Il y a également sur la partie aménagement des métiers qui se renforcent énormément puisqu'on est sur des fonciers de seconde main, tous les enjeux de libération des sols, déconstruction, dépollution, viabilisation. Donc là, effectivement, il y a toute une ingénierie de projet à renforcer, des savoir-faire, tout en étant effectivement compétitif. Et ensuite, sur l'acte de bâtir et commercialiser, derrière, les futurs utilisateurs, preneurs, habitants, eux, ils ont des réalités économiques qui sont aussi en lien avec les prix de marché. Et donc, il faut réussir à ce qu'en amont, on ait équilibré la chaîne pour qu'on réponde derrière à un marché et que notre opération soit viable.
Voilà. Et donc sur ces équilibres économiques aussi, c'est comment demain valoriser le fait d'aller renaturer des sols, comment valoriser effectivement la qualité verte et le fait d'avoir un écosystème, effectivement une biodiversité mieux portante au sein de nos projets. Donc tout ça, ce sont effectivement des réflexions qui sont en cours. Là, on en est vraiment aux prémices, mais il y a encore énormément de travail et de gouvernance à mettre en place autour de ces sujets pour équilibrer la chaîne. Et donc voilà, en synthèse sur les enjeux du ZAN, donc, je vous l'ai présenté juste avant, la stratégie de territoire est primordiale. C'est vraiment un sujet dont les collectivités doivent s'emparer avec une gouvernance alignée. En effet, dans une logique où la gestion foncière va être très différente, moins il y a de foncier, plus les conflits d'usage augmentent. Et donc les collectivités vont devoir se poser plusieurs questions. Comment porter l'arbitrage entre tel ou tel projet et sur quels critères ? Quel projet aura le plus d'impact et qu'est-ce qui permettra d'atteindre le projet de territoire. Donc la définition du projet de territoire cohérent avec les objectifs de sobriété foncière est donc demain un des premiers enjeux à prendre en compte. Et sur le fait d'avoir des réserves foncières finies, donc là l'application du ZAN contribue d'une part au fait que l'accès à un foncier facilement urbanisable sera moins aisé. Donc là, les aménageurs, constructeurs vont devoir se tourner vers des opérations beaucoup plus complexes de recyclage foncier et de densification de l'existant. On parle notamment beaucoup de restructuration des zones d'activité existantes où effectivement la logique d'emprise parcellaire était souvent très généreuse. Et demain, comment on reconfigure face à l'obsolescence de certaines zones d'activité, comment on vient reconfigurer, redensifier et trouver de nouveaux modes de gestion qui permettent des zones qui sont effectivement beaucoup plus évolutives. Comment on les densifie notamment en hauteur, trouver des zones, des activités qui sont compatibles avec ces densifications en verticale. Et on a également une augmentation de la pression foncière, mais qui va toutefois être très différente selon les territoires. Là encore, effectivement, on aura des territoires qui sont déjà sur des marchés tendus aujourd'hui, et qui vont du coup être de plus en plus tendus, alors que d'autres territoires plus ruraux connaîtront des situations où les fonciers resteront abordables, mais qui auront des offres, par exemple quand il s'agira de densifier les quelques parcelles qui restent, qui se dirigeront peut-être plus vers des petits habitats collectifs et qui ne répondront pas aujourd'hui à l'état de la demande actuelle qui est plutôt celle d'un habitat pavillonnaire assez massif. Donc il y a effectivement toute une refonte aussi de la façon de faire et d'associer les populations sur ces projets qui doit être engagé. Et donc ça fait le lien avec le troisième point qui est celui de développer de nouvelles urbanités, où effectivement on parle beaucoup de densification, mais qu'est-ce que densifier aujourd'hui? Est-ce que la densification doit forcément passer par des difficultés à coexister et à vivre ensemble? Il y a énormément de projets qui sont sortis, qui ont été réfléchis et en concertation avec la population pour aller vers des formes urbaines plus acceptables. Donc là, c'est sur le logement. J'en parlais juste avant sur l'activité, sur le fait de densifier sur la hauteur. Il y a des activités pour lesquelles c'est tout à fait compatible et donc on a effectivement une compatibilité et des modes de faire qui aujourd'hui sont tout à fait possibles. Et on a également dans les nouvelles urbanités, nouveaux modes de faire, dans le cœur même de l'opération, le fait d'utiliser des matériaux biosourcés, anticiper tout ce qui est production énergétique nécessaire à la conduction des opérations, la prise en compte d'indicateurs de cycle de vie des bâtiments, etc. Mais ça, la plupart d'entre vous le connaissent encore mieux que moi. Voilà, je laisse la parole à Sarah sur les défis qui restent à relever. Bonjour à tous. Alors, comme le disait Lila, je vais vous parler des défis maintenant qui se posent à partir du ZAN et qui se posent à la fois au territoire et aux acteurs qui les fabriquent. Donc, d'où est-ce que nous parlons? Nous avons édité 3 éditions donc de notre livre blanc qui est intitulé Objectif ZAN. Donc, on va vous livrer en avant-première quelques résultats de cette 3e édition qui a été donc élaborée sur la base d'une enquête inédite qui a donné la parole à plus de 340 acteurs des territoires et du développement, qui a aussi été enrichie par les apports de nos experts en interne, mais aussi des experts en externe auxquels on a pu faire
appel, ainsi que nos partenaires que vous pouvez voir à l'écran et qu'on remercie chaleureusement. On remercie également les personnes qui ont bien voulu nous faire part de leur réalité opérationnelle sur différents types de territoires et d'activités. On a eu la chance d'interroger des maires du Gard et de l'Orne qui nous ont fait part de leur réalité vraiment locale, comme sur la façon dont finalement ils mettaient en œuvre concrètement la sobriété foncière. Également le directeur général de la grappe de PL Territoire Rennes qui nous a expliqué comment ils parviennent à intégrer le ZAN dans leurs opérations dès aujourd'hui. Également le directeur général du CEREMA qui nous a fait le plaisir de parler de l'accompagnement que le CEREMA propose aux territoires pour les aider à vraiment intégrer le ZAN et se l'approprier dans leur développement. La directrice du développement urbain de CDC Habitat sur l'action renouvelée des bailleurs dans ce cadre de sobriété foncière. Le président de l'association des directeurs immobiliers pour vraiment faire un focus sur ce foncier économique qui est en voie de saturation et qui pose tellement de problématiques à l'ère de la sobriété foncière. Et également un directeur général d'une scène réunionnaise de référence qui nous a parlé des réalités très spécifiques au territoire ultramarin. Donc on vous donne rendez-vous le 10 octobre pour la parution du livre blanc et sans plus tarder, je vous propose de passer au grand constat qu'on a pu mettre en avant. Donc, vous pouvez le voir ici, 62% des professionnels qu'on a pu interroger estiment que les acteurs de l'aménagement et du développement territorial ont pris conscience des enjeux liés au ZAN. Donc, qu'est-ce que ce chiffre dit finalement? C'est que la prise de conscience de ces enjeux est engagée, mais qu'elle reste encore imparfaite. Et en plus, entre notre enquête en 2023 et celle de cette année, on n'a pas vu de véritable évolution. Donc, il y a une vraie problématique de prise en compte de ces enjeux. Et il est assez peu surprenant que dans la suite de l'enquête, on s'est aperçu que près de 3/4 des répondants estiment qu'une solide expertise n'existe pas réellement encore de façon transversale entre tous les acteurs de l'aménagement. Donc ça témoigne aussi d'une certaine inquiétude de l'ensemble de la filière vis-à-vis de la concrétisation du défi qu'est le ZAN. Et donc on est convaincu que pour répondre à ces enjeux, il y a un véritable enjeu d'accompagnement renforcé à la déclinaison opérationnelle du ZAN, qui reste à mener et à poursuivre, et que ça soit à travers l'accompagnement, l'apport d'outils concrets. En tout cas, cet accompagnement doit être renforcé. Un autre chiffre important, donc 26% des professionnels interrogés jugent que les professionnels de la filière ont mis en œuvre des plans d'action concrets pour réaliser le ZAN. Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, que des expertises et des stratégies d'action sont encore en chantier aujourd'hui. Il y a une légère évolution par rapport à l'année dernière, une prise en compte un peu plus forte, mais ça reste qu'un quart des personnes qui ont répondu à l'enquête qui pensent que ces plans d'action sont formulés, sont engagés. Donc cette déclinaison opérationnelle, le passage à l'action reste la vraie problématique finalement du ZAN. On a aussi cherché à travers nos travaux les analyses qui sont contenues dans ces livres blancs et dans tous les accompagnements qu'on peut mettre en place avec les collectivités territoriales et les EPL que nous accompagnons. En fait, on a essayé de comprendre quelles sont les retombées positives du ZAN, aussi bien que les freins à la mise en œuvre pour avoir une vraie vision nuancée et complète des problématiques. On a cherché à investiguer ces retombées positives et finalement, qu'en est-il? On voit qu'il y a des retombées positives qui sont très fortes en matière de regain d'intérêt sur les secteurs, sur la bonne utilisation du foncier d'une part, mais aussi de façon liée, un regain d'intérêt pour les secteurs et les friches déqualifiées. Donc il y a toutes ces questions foncières finalement qui reviennent au centre de la fabrique urbaine et qui ne sont plus du tout accessoires. Et ça s'accompagne d'un renouveau du débat sur l'aménagement du territoire. Finalement, ça va complètement avec le regain pour la bonne utilisation du foncier, mais on voit qu'il y a de nouveau les problématiques on se demande comment on utilise bien ce foncier, quel foncier on va chercher et qu'est-ce qu'on va en faire. Et d'autres retombées positives qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, c'est l'émergence de nouveaux modes de faire de l'aménagement et aussi une meilleure prise en compte des problématiques environnementales. Donc on se questionne vraiment à la fois sur quels espaces on utilise et comment on les utilise, et de quelle manière on les aménage.
Bien sûr, pas de retombées positives sans frein opérationnel. On a donc cherché à comprendre quels étaient les freins majeurs à la mise en œuvre du ZAN. Sans surprise, les difficultés économiques et financières restent vraiment le point noir finalement de la mise en œuvre du ZAN. Qu'est-ce qu'on entend par difficultés économiques et financières? D'une part, la soutenabilité financière des opérations d'aménagement immobilière qui devient compliquée, qui est encore plus difficile, un modèle économique qui n'est pas encore stabilisé. Et ça s'accompagne également de tensions politiques à la fois entre les territoires et à l'intérieur des territoires. Pourquoi ? Parce que principalement, il y a une répartition des enveloppes restant à urbaniser qui est en débat entre les collectivités et une question aussi de quelle la bonne échelle finalement pour prendre le ZAN et pour l'appliquer. On voit également qu'il y a un véritable besoin d'accompagnement, ça fait tout à fait suite à ce que j'expliquais plus tôt, mais ce besoin d'acculturation, de comprendre le ZAN et comment on le réalise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aménagement. Et ça rejoint ce qu'expliquait Lila un petit peu plus tôt sur les nouvelles urbanités. Il y a un vrai problème d'acceptabilité du ZAN par la population. Donc ça va avec le phénomène de NIMBY, Not in my backyard. Donc des opérations qui sont plus complexes, qui sont moins bien acceptées et qui donnent lieu à plus de recours et donc un ralentissement global de la sortie des projets. On a tenu également à souligner d'autres freins, notamment la fiscalité qu'évoquait Lila et les outils juridiques qui ne sont pas forcément adaptés. Donc certains outils fiscaux n'encouragent pas nécessairement encore l'action en renouvellement urbain. Donc il y a une zanification finalement des outils juridiques et fiscaux à engager. Et également une réponse concrète à apporter à court terme aux besoins fonciers. C'est-à-dire qu'on a des enveloppes finies, ce qu'expliquait Lila, des enveloppes foncières qui sont finies, mais un besoin de production de 300 000 logements à produire d'ici 2050. Donc on a à la fois cet étau entre les enveloppes qui sont contraintes et un besoin qui est quand même très grand, et en plus bien sûr des interventions sur le foncier économique. Et enfin, il y a également des difficultés, des contraintes techniques qui sont remontées par les répondants. Et ça rejoint ce que disait Lia sur les nouvelles urbanités, donc les îlots de chaleur à contrer, les îlots de fraîcheur à créer, les espaces publics à mieux aménager, etc. Maintenant, comment on lève ces freins? Comment on arrive à engager l'action? En tout cas, ce que nos analyses ont montré, c'est qu'on a bien sûr un besoin accru et marqué d'outils financiers. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a besoin d'outils de portage foncier à plus ou moins long terme pour amortir les coûts du foncier, de nouveaux modèles économiques qui permettent l'équilibrage des bilans, des prêts bancaires adaptés, davantage de subventions dédiées. Vraiment, en fait, il s'agit de reconstruire un modèle économique qui fonctionne avec les acteurs de la filière. Il y a également un besoin en outils fiscaux. Donc là, à quoi on fait référence? À la taxe d'aménagement majorée, la taxe sur les logements vacants à adapter, également la taxe foncière à zanifier finalement pour rendre compatible avec une action plus massive en renouvellement urbain. Bien sûr, également des besoins en accompagnement en ingénierie territoriale, de l'adaptation des documents d'urbanisme à la mise en œuvre de dispositifs innovants comme la dissociation foncier-bâti, le montage opérationnel adapté et soutenable aux différentes opérations et à leur calibre. J'ai expliqué plus tôt qu'avec le ZAN, une des retombées principales, c'est la meilleure prise en compte des problématiques environnementales. On voit aussi donc qu'il y a un besoin d'outils dédiés à la compensation environnementale, finalement qui décline le N de ZAN, puisque pour tout espace artificialisé dans la prochaine période, il faudra compenser. Donc il y a un véritable enjeu d'anticiper ces enveloppes à sacraliser et à remettre en état parfois. Et enfin, pour compléter le tableau, il reste des gouvernances territoriales dédiées autour du ZAN pour créer le dialogue qui a parfois été rompu par les tensions politiques que j'évoquais, mais aussi des outils d'évaluation de la trajectoire ZAN pour l'adapter au fil de l'eau, et aussi des outils techniques comme de conception urbaine et architecturale, de maîtrise foncière qui restent à établir. Donc ces outils ne sont pas encore tous alignés et devront l'être pour pouvoir réellement concrétiser le ZAN. Mais il y a une certaine temporalité à long terme qu'il ne faut pas oublier et qu'il faudra prendre en compte. Donc finalement, quel défi reste-t-il une fois qu'on a remonté tous ces freins et ces outils nécessaires?
Comment on sort encore des projets d'aménagement et de construction finalement? On voit que le ZAN a quand même induit une insécurité réglementaire qui est liée à un cadre juridique qui est encore susceptible d'évoluer, des zones de flou qui peuvent être préjudiciables à la sortie de projet. Et à cette insécurité réglementaire s'ajoute une insécurité business finalement, puisque, je le disais, les opérations ont été complexifiées, elles sont ralenties, ce qui met parfois des coups d'arrêt nets à des opérations et qui met à mal le portefeuille des aménageurs, des constructeurs, des lotisseurs et des promoteurs. Donc à cela s'ajoutent des difficultés programmatiques, puisque maintenant que les enveloppes foncières sont encore plus contraintes, le foncier est fini d'une certaine manière. La concurrence est exacerbée entre les acteurs, elle est exacerbée entre les fonctions, puisque est-ce qu'on fait forcément des opérations mixtes? Est-ce qu'on se concentre sur les besoins en logement, les besoins en foncier économique? Il y a vraiment des directions, des décisions qui restent à prendre. Et de plus en plus de possibles changements finalement de programmation au fil de l'eau pour s'adapter aux problématiques locales, pour s'adapter aux changements de cap et aux nouvelles priorisations des enjeux dans certains cas. On voit aussi qu'il y a une certaine urgence en fait de profiter des dernières chances foncières qui précipitent parfois certaines opérations au détriment de leur qualité et de l'inscription parfois à une échelle plus grande que celle du projet. Et enfin, pour revenir sur ce qu'on expliquait un petit peu plus tôt sur l'acceptabilité du ZAN, il y a une véritable nécessité en fait, de formuler un nouveau récit territorial qui rend la densité acceptable, désirable, et tout un travail de design urbain à partir de là à consentir pour créer des formes urbaines qui soient acceptées et agréables. On a, à partir de ces constats, de ces difficultés, on a cherché à formuler des pistes de travail pour l'ensemble de la chaîne de l'aménagement. Aussi bien, on a cherché à vraiment faire des pistes de travail adaptées par profil d'acteurs finalement, pour les collectivités territoriales, les aménageurs et opérateurs publics, et aussi les professionnels et industriels privés. Donc je ne vais pas en faire le détail, mais pour vous brosser un portrait un peu plus englobant, pour les collectivités territoriales, la priorité, c'est d'adapter sa stratégie, de forger les bonnes coopérations, d'identifier les bons leviers finalement pour massifier à la fois le recyclage urbain, le renouvellement, l'action en densité, et d'être accompagné dans l'utilisation des leviers fiscaux pour parvenir à ces buts. Pour les aménageurs et les opérateurs publics qui déclinent finalement les stratégies des collectivités, il s'agit à la fois de poursuivre leurs efforts de prise en compte des enjeux, d'acculturation de l'ensemble de la chaîne, parce qu'ils sont très bien placés pour le faire, mais aussi de travailler sur des solutions innovantes pour créer à la fois des modèles économiques intéressants, des portages fonciers long terme, également d'accélérer la densification des zones d'activité, puisque celles-ci seront bientôt saturées, elles nécessitent vraiment une action rapide. Il s'agit aussi de mieux anticiper les besoins de développement et d'extension finalement qui ne sont pas toujours synonymes de développement. Et ils partagent cette recommandation avec les professionnels privés qui devront également prendre en compte le ZAN pour mieux anticiper leurs besoins, densifier leurs emprises, identifier de nouvelles façons de produire, d'envoyer, d'expédier, de conditionner, et de revoir finalement comment ils s'implantent sur les territoires, davantage en verticalité, davantage en densité et davantage en mutualisation finalement des espaces, que ce soit à travers des espaces publics, des espaces de stationnement ou encore des espaces finalement plus publics. On a cherché à comprendre aussi ce qui allait impacter directement le secteur du BTP et quelles pouvaient être les pistes de travail finalement prioritaires. À nos yeux, il s'agit de poursuivre en premier lieu la montée en compétences sur les domaines et les thèmes qui seront nécessaires à la réalisation de la sobriété foncière. À quoi on pense notamment à la généralisation de l'intervention sur des fonciers d'occasion, de seconde main, puisque c'est pas plus du tout les mêmes modes de faire qu'en extension, un traitement plus massif de l'habitat dégradé, des interventions en milieu occupé, en tout cas de vraiment prendre le renouvellement urbain à bras-le-corps. Et ça va avec le deuxième angle, donc de trouver de nouveaux modèles économiques, opérationnels, partenariaux nouveaux pour réaliser justement, continuer cette montée en compétences et agir. Donc en investiguant de nouveaux montages opérationnels pour avoir un meilleur équilibre d'opérations qui soit satisfaisant malgré la
planification des opérations, d'anticiper la densification des zones d'activité et la recomposition des entrées de ville. Ce sera un point particulièrement important, de densifier les opérations avec les habitants en engageant notamment des démarches de concertation et de discussion, d'explorer la mutualisation des espaces pour faire plus dense, consommer moins de foncier, mais garder des espaces qualitatifs, et d'anticiper ces démarches de compensation, de renaturation qui ne sont pas accessoires, qui sont vraiment importantes et qui demandent des enveloppes foncières dédiées. Et enfin, le thème de ce salon est changeons de perspective. On trouvait que c'était particulièrement adapté aux ZAN. Finalement, on peut changer de regard d'une certaine manière en le voyant comme un gisement finalement possible de nouvelles activités et finalement d'un renouveau de l'acte d'aménager. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à nous poser suite à notre présentation ? Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Alors, ma question est la suivante. En fait, le plus intéressant, c'est que dans un territoire, c'est de développer un peu l'attractivité qui, elle, générera un certain nombre de développements. Et en fait, des modèles, il en existe. Par exemple, à Barcelone, ils ont créé l'urbanisme entrepreneurial dans lequel tous les acteurs sont... en fait, il y a un partage du risque. Le propriétaire du foncier participe en fait à l'action de régénérer. C'est des partenariats publics-privés, donc il y a l'État qui permet peut-être de construire plus haut en échange de, par exemple, le foncier, on rabote pour faire un espace vert, mais en contrepartie on construit plus haut. Et avec le privé qui va venir lui investir pour pouvoir densifier davantage et construire plus haut. Donc, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ce modèle-là d'urbanisme entrepreneurial, où finalement tout le monde est acteur de cette régénération urbaine, pourrait être une piste de solution par rapport à ce que vous proposez en fait? On va prendre plusieurs questions. Et est-ce que d'autres personnes... Monsieur ? Merci pour la présentation. Moi, ma question porte plutôt sur les aspects timing. Alors, si j'ai bien compris, les premières restrictions réglementaires, ça sera 2028. Vous avez présenté beaucoup de pistes à explorer. J'ai l'impression que toutes ces pistes et toutes les solutions que vous avez présentées, en termes de timing, je ne suis pas sûr que ça colle avec 2028. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un blocage entre les outils fiscaux, financiers, etc., et la mise en place réglementaire des limitations? Et du coup, reproduire une crise comme on la connaît aujourd'hui, imposée par cette ZAN qui, on en comprend les bénéfices, mais des fois, on a l'impression qu'elle est un peu décorrélée de la réalité du business, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, on va commencer à répondre. Ah, madame. Merci. Moi, c'était une question très rapide. C'est par rapport aux surélévations dont vous parliez dans les ZAC. J'aurais bien voulu avoir des exemples de possibilités que vous aviez en tête. Je pense qu'on peut commencer par la question sur le timing. En fait, oui, l'objectif est déjà enclenché dans le sens où on a déjà sur la décennale 2021-2031 le fait d'artificialiser de moitié par rapport à ce qu'on a fait sur 2011-2021. Donc en fait, là, les compteurs sont déjà lancés sur cette décennale-là et ça sera à chaque fois une réduction de 50% sur les 10 prochaines, jusqu'à 2050. Donc de nouveau 2030-2040 et 2040-2050. Et en 2050, on a effectivement le ZAN, donc net, aucune artificialisation, effectivement, qui doit être faite. Et la date du 2028, c'était les documents de planification intercommunaux, donc les PLUI, qui doivent être en règle pour planifier cette trajectoire ZAN,
doivent être approuvées au plus tard en 2028. Donc effectivement, il faut déjà commencer à mener de front une réduction de moitié de l'artificialisation et effectivement mettre en place la révision des documents d'urbanisme pour être en ordre de marche là-dessus. Donc il y a déjà des collectivités, donc là effectivement, par exemple des métropoles, Rennes Métropole a déjà mis en place, a déjà quasiment finalisé l'ensemble de ces documents de planification en intégrant ces contraintes-là. Et c'est vrai que cette démarche, en tout cas par palier jusqu'à 2050, elle est aussi faite pour apprendre en marchant et éviter d'avoir un effet de seuil qui soit trop brutal. Le net n'est pas en 2031, il est en 2050 et ça sera effectivement une réduction progressive. Et comme on le disait en introduction, il y a déjà eu un certain nombre de textes de loi qui ont déjà commencé à réduire en fait au cours des dernières décennies progressivement la trajectoire et la limitation de l'extension urbaine. Et donc effectivement, voilà, on est vraiment sur une poursuite plutôt que sur un choc. Voilà. Donc, je pense, tu veux compléter sur le timing ou... Oui, en effet, les compteurs sont déjà bien engagés et en fait, le travail est déjà lancé. Là, il y a des réflexions, en tout cas sénatoriales, qui sont en cours pour adapter, notamment donner un moyen de financement aux ZAN qui, pour le moment, n'est pas encore tout à fait défini, essayer de répondre à ces difficultés économiques et financières qu'on a pu souligner. Mais donc les travaux sont en cours, les opérateurs évoluent déjà et comme le disait très justement Lila, c'est pas une rupture, c'est vraiment une inscription depuis une vingtaine d'années, ou même plus, dans une trajectoire de réduction de l'artificialisation. Vraiment. Pour répondre à la question sur la surélévation, il y a un travail très intéressant du CEREMA qui a été mené en Île-de-France sur la question qui a du coup tracé des profils de rue dans certaines communes pour montrer ce à quoi ça pourrait ressembler, pour essayer de montrer aux habitants ce qui pourrait être fait. Je pense aussi à un exemple à Toulon où près du port des Créateurs, un immeuble a été détruit parce qu'il était en mauvais état et qui a été surélevé en mettant une coursive pour rendre l'espace à la fois plus dense mais aussi plus agréable. Donc il y a vraiment des exemples assez intéressants à aller creuser de ce côté-là. La surélévation, elle peut aussi se faire sur du foncier économique. Effectivement, il y a des exemples sur l'immobilier économique avec certaines activités qui sont tout à fait compatibles avec des surélévations. Et là, il y a des exemples aussi en Île-de-France ou en région lyonnaise également. Voilà, les projets se lancent petit à petit sur ces exemples-là. Et pour aller sur l'urbanisme entrepreneurial et partenarial, finalement, j'ai l'impression que c'est déjà en cours, puisque donc en France, on a de nombreux outils d'économie mixte, donc CEM, SPL, CEMOP, qui permettent de trouver le meilleur en fait entre le public et le privé, de permettre aux stratégies des collectivités de voir le jour. Ces structures, c'est souvent vraiment elles sont complètement liées aux collectivités. Elles comptent aussi des actionnaires qui sont privés, à la fois des banques institutionnelles, des banques privées, et qui permettent de mettre en œuvre les projets des collectivités. Et il y a aussi d'autres dispositifs. Je pense notamment au projet, au PPA, au projet d'aménagement partenariaux, qui voit de plus en plus le jour. Le dispositif, en tout cas, a connu un vrai essor en 2023 et donc on verra pour 2024, mais qui a donné lieu à des projets assez intéressants à l'échelle de toute la France. On a eu dans de très nombreux territoires et c'est vrai qu'on se dirige vers davantage d'urbanisme partenarial. C'est déjà en cours pour partager ces risques puisque les structures peuvent plus nécessairement les assumer seules. On se dirige davantage vers ce type d'urbanisme qui est quand même plus développé dans les pays anglo-saxons, aussi en Allemagne. En tout cas, j'ai l'impression que ces partenariats publics-privés et même la frontière s'effacent davantage pour que les projets puissent voir le jour. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le ZAN, la sobriété foncière, les outils dont on a pu parler ? Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci à tous.